Un bref mot sur le déroulé de la table ronde. Donc il y aura un premier temps dédié à chacune des intervenantes pour les laisser se présenter plus longuement leur parcours et leur lien au cinéma. Un second volet plutôt sur les réalités concrètes du métier de programmateur, programmatrice, directeur, directrice de salle et l'ensemble des métiers que vous ne voyez pas derrière la toile. Et ensuite un second volet plutôt qui interrogera plutôt les nouvelles réalités de diffusion et surtout les nouveaux enjeux face au public. Et enfin, un dernier temps qui vous sera dédié, vous pourrez poser l'ensemble de vos questions aux intervenants et intervenantes. Donc peut-être si quelqu'un veut commencer pour la présentation. Bonjour à tous, donc Mathilde, Roland. Oui, peut-être juste un mot sur Macao, parce que je pense que c'est pas très clair. Donc, Macao, c'est un réseau de salles de cinéma indépendant à Réessé en Normandie. Il faut savoir qu'il y en a en fait dans chaque région, il y a une association, on les appelle associations territoriales. Il y en a dans chaque région sauf en Île-de-France, parfois même dans des départements, notamment dans des grandes régions comme la Nouvelle-Aquitaine, il y a encore des assos départementales. Donc on travaille avec une cinquantaine de salles adhérentes sur toute la Normandie. Au départ, c'était un réseau qui était plutôt basé en Basse-Normandie et qui travaillait du coup beaucoup avec des salles plutôt associatives, voilà, puisque c'est plutôt le parc des salles de ce territoire. Et puis aujourd'hui, voilà, avec la fusion des régions, on s'est élargi à l'ex-Haute-Normandie. Donc voilà, on essaie encore de monter des projets communs avec ces salles-là. Je sais pas trop, peut-être... Ah oui, mon parcours, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé par un CAP projectionniste en pellicule parce que je commençais à être vieille. J'ai fait un master de cinéma, j'ai fait un master sur l'exploitation cinématographique. Et puis j'ai intégré la FEMIS, j'ai fait le cursus exploitation pendant 2 ans. Et puis je suis arrivée directement chez Macao. Et je suis aussi lectrice de scénario pour le CNC. Voilà, en gros. Bien, bonjour, moi je suis donc Hervé Aguillard, je suis le directeur du cinéma Omnia. Alors l'Omnia est un cinéma à Réessé. Nous sommes en délégation de service public avec la ville de Rouen. C'est-à-dire que vous êtes en fait dans un cinéma dont les murs appartiennent à la ville et à l'intérieur vous avez un locataire. Et ce locataire, c'est la société Noé Cinéma, dont je suis le co-gérant. Et cette société Noé Cinéma est basée à Elbeuf, où la société Noé exploite différentes salles de cinéma à travers la Normandie et même un peu au-delà. Le cinéma Omnia est né en 2010 à la suite d'un appel d'offres de la ville de Rouen, et c'est la société Noé Cinéma donc qui gère ce cinéma à Réessé depuis 2010 ici. Et nous avons déjà connu 3 délégations de service public. Nous allons rentrer dans la 3e là à partir du mois de janvier. Concernant mon parcours, écoutez, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai démarré directeur de salle de cinéma à l'âge de 23 ans. Je faisais des études de lettres. J'étais plus destiné à être ou prof de français ou journaliste. Mais le hasard a fait qu'en rencontrant des gens du cinéma, eh bien, ma vie a bifurqué et je suis devenu directeur de salle de cinéma un peu du jour au lendemain. Sans avoir eu la volonté de l'être, et j'ai été pris par la passion de ce métier d'exploitant de salle. Et quand je dis que c'est un métier qui a pris toute ma vie, c'est-à-dire que pour moi, plus que la programmation, parce que vous allez comprendre comment on marche en binôme avec Jean-Marc, moi je suis un véritable exploitant, c'est-à-dire que j'aime vraiment la salle, la gestion de la salle, la vie de la salle, la façon dont on articule la vie des équipes, la promotion, enfin voilà, tout ce qui n'est pas forcément de l'ordre voilà, du rêve ou des paillettes, c'est tout ce côté dans l'ombre que j'aime bien. Et puis à côté de ça, je suis bien sûr un grand cinéphile parce que j'adore le cinéma, j'adore aller voir des films.
Et comme Jean-Marc qui programme la salle, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, allant voir entre 8 et 10 films par semaine. Voilà, donc j'ai une vraie cinéphilie qui est en moi, même si je suis passé du côté de la gestion. J'ai démarré plus dans le cinéma commercial. Bizarrement, mon parcours a démarré dans des cinémas qui étaient plus commerciaux. J'ai travaillé pour la société UGC notamment, où j'ai ouvert les premiers UGC Cinécité en France, et j'ai travaillé pour la société Gaumont, où j'ai été aussi directeur de salle chez Gaumont, avant de décider d'être voilà, à mon compte, de me retirer un peu des circuits commerciaux pour faire quelque chose qui me plaisait mieux, c'est-à-dire gérer ma propre salle, et puis plus aller vers l'arrêt essai, et plus aller vers un cinéma indépendant où on a une certaine liberté de faire un peu ce que l'on veut, où on a une liberté de notre ligne éditoriale, où on a voilà, le plaisir d'animer, de lancer des choses sur des valeurs qui sont un peu plus personnelles et qu'on peut plus facilement défendre. Voilà, et on est à l'Omnia, qui est un cinéma qui maintenant s'est imposé depuis quelques années en France dans l'arrêt-essai, et on est heureux du succès de ce cinéma. Bonjour, je suis Philippe Platel, je suis le directeur du festival Normandie Impressionniste, qui, comme son nom l'indique, est en Normandie, dans toute la Normandie, et parle d'impressionnisme, mais qui, comme son nom ne l'indique pas, est aussi un festival très contemporain et pluridisciplinaire, et qui a vocation à utiliser l'impressionnisme comme prétexte pour montrer toute forme de création qui résonne dans un territoire qui est celui de la Normandie. Donc voilà, donc c'est un festival qui est né il y a une douzaine d'années, qui n'a pas eu un rythme si régulier que ça. Il y a eu tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc là maintenant on commence à trouver un rythme qui va s'installer sans doute biennal, avec une année une grande édition. C'est un festival qui commence en général en mars, qui dure tout le printemps et l'été, pour son grand format, avec des grandes expositions dans les musées de Normandie, mais aussi des spectacles, du cinéma, de la danse, du théâtre, etc. Et puis on a créé en août dernier un nouveau format pour les années intermédiaires entre les grandes éditions, qu'on a appelé les Nuits Normandie Impressionnistes, et qui est un long week-end un peu festif, et qui se concentre encore plus sur les formes pluridisciplinaires, et puis sur une manière de brasser les créativités contemporaines ou plus historiques. Donc voilà, on a la chance en Normandie d'avoir un territoire très varié, très riche, beaucoup de patrimoine historique, industriel, des lieux qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi la vocation d'un festival de proposer ce genre de choses, c'est-à-dire de proposer des expériences qu'on ne va pas vivre à un autre moment, et de découvrir des lieux où on ne va pas forcément d'habitude. Voilà. Donc mon parcours. Alors le parcours est pas très atypique aussi. Rien ne m'amenait là où je suis, ça c'est clair. J'ai fait une école de commerce. Alors, je pense que, enfin, c'est bien. Comme vous êtes tous très jeunes et que vous allez vers la vie professionnelle, c'est bien aussi de montrer que tout est possible. Moi, si on me l'avait dit il y a 25 ans, j'aurais peut-être passé des étapes. Donc, j'ai commencé en faisant une école de commerce, en finance. Après, j'ai fait de l'audit dans un cabinet d'audit américain, très méchant. Dans l'industrie lourde. Après, j'ai travaillé chez Disney. Et de Disney, j'ai trouvé un pont pour revenir à ce que j'avais toujours voulu faire, mais sans oser même l'imaginer, la culture. Donc je suis rentré à la Réunion des musées nationaux par la porte financière, et après j'ai évolué dans la partie plus artistique, en étant directeur adjoint des expositions de la RMN Grand Palais, puisque la RMN était devenue une fusion avec le Grand Palais à Paris. Donc voilà, et de ça, donc ça je suis resté longtemps, 12 ans, et de là je suis parti d'un coup en Australie,
en tant qu'attaché culturel, et parmi mes fonctions, il y avait celle de programmer le Festival du film français en Australie, qui est une grosse machine. On ne pense pas qu'à 17 000 km, il y a des gens qui aiment à ce point le cinéma français. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment intéressant. Et puis moi, ça a été, bon, j'avais déjà un lien avec le cinéma, mais évidemment, là, c'est là que j'ai vraiment, j'ai pratiqué le cinéma de façon plus professionnelle en programmant ce festival. Et puis voilà, il a fallu rentrer, et donc j'ai pris la direction du festival Normandie Impressionniste, donc Ciné Rouen, sans transition. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jean-Marc Delacrue, je suis programmateur du cinéma Omnia République. J'ai le plaisir de travailler avec Hervé depuis 12 ans, qui me fait confiance, voilà, qui essaye, en tous les cas. Ce métier part avant tout d'une passion extrême, maladif du cinéma, quoi. Voilà, de cette envie toujours de découvrir énormément de films, voir un maximum de choses. Alors, techniquement, moi, j'ai fait des études de cinéma. Je suis arrivé à Paris en 82. J'ai fait une école de cinéma parce que je voulais à tout prix faire du montage. Voilà, c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Donc je suis entré dans une école, j'ai un diplôme de monteur, à vrai dire. Et en sortant de cette école, j'ai commencé à travailler sur des longs métrages comme stagiaire. Je travaillais un peu avec Claude Chabrol, Virginie Thévenet, enfin des films des années 80, hein, beaucoup. Enfin bon, il y avait le Cri du hibou, Jeu d'artifice, La nuit porte Jartel de Virginie Thévenet. C'est des films très datés, comme ça, de la période un peu, on va dire entre guillemets, branchée parisienne, quoi, où c'était des cinéastes, des acteurs qui passaient à la réalisation. Virginie Thévenet, elle avait beaucoup travaillé avec Éric Rohmer, François Truffaut, Jean Eustache, voilà. Donc petit à petit, je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc, travailler comme ça sur la technique, et parce que ça demande, voilà, il faut travailler en micro milieu, enfin c'était un peu compliqué. Donc un jour je suis passé devant une salle de cinéma. C'était un cinéma qui n'existe plus, qui s'appelait les Templiers, qui était dans le Marais. Qui est devenu aujourd'hui un Leader Price d'ailleurs. Et là, il formait des projectionnistes, hein, à vrai dire. Alors, en ayant fait des études quand même un peu plus poussées, je me suis retrouvé à préparer comme Mathilde un CAP de projectionniste qui m'a permis à l'époque je résume, hein, parce que de rentrer dans les salles de cinéma à Essai, et entre autres les salles à Essai du quartier latin, parce que moi j'ai été tout le temps fourré du matin au soir. Voilà, j'allais voir en moyenne, je sais pas, 3 films par jour. Voilà, je dépensais. Voilà, ce désir toujours de découvrir de plus en plus l'histoire du cinéma et les films, et voir un maximum de choses. Et petit à petit, c'est vrai qu'il y avait un système dans les années 80 où on pouvait se former un peu plus facilement par l'intermédiaire de stages et de formations. Donc j'ai pu, grâce à mon travail, rentrer à l'Huile Lumière. Donc j'ai fait une formation, une mise à niveau, parce que j'étais pas du tout plutôt littéraire, moi, pas du tout matheux. J'ai fait une formation de prépa, de mise à niveau à l'Huile Lumière, et j'ai préparé un BTS de prise de vue, que je n'ai pas eu d'ailleurs, parce que là aussi j'étais pas à ma place. Je voulais apprendre vraiment ce qu'était le cinéma, et donc ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et puis j'ai commencé à travailler un peu dans la production, à faire des formations avec un forum. À l'époque, c'était forum production, ça s'appelait forum distribution, avec une personne qui s'appelait Claude-Éric Poiroux,
qui par la suite m'a embauché avec un exploitant parisien dans la première salle Europa Cinéma qu'ils ont ouvert, qui était l'Europa Panthéon à Paris, rue Victor Cousin. Et là, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que je voulais vraiment faire, quoi. Donc il y avait à la fois la projection, l'animation de la salle, enfin voilà, pas mal de choses. Et entre-temps, bah, j'ai toujours cette même passion du cinéma. J'ai monté une petite société de distribution de films qui s'appelait CQFD, ce qu'il fallait distribuer, enfin voilà. Et pour sortir du cinéma ultra pointu, entre autres du cinéma expérimental, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et on a sorti du cinéma anglais, des films de Derek Jarman, des films de... Voilà, des premiers longs métrages. Et c'était... Voilà, donc toute cette expérience m'a amené pour un jour partir en formation. Il n'y avait pas la FEMIS encore qui faisait ces formations d'exploitants et c'était bien dommage. Il n'y avait qu'un organisme à Limoges qui faisait une formation d'exploitant de salle de cinéma qui s'appelait l'IRFOLIM. Ça s'appelait directeur de salle de cinéma en milieu rural. Voilà, ça s'appelait. Et à partir de là, à partir de cette formation, moi j'ai commencé à chercher du travail en tant que directeur de salle et j'ai été exploitant pendant 10 ans dans l'heure, dans une salle. Et un jour, Hervé cherchait un programmateur, enfin, je résume un peu parce que c'est un peu plus compliqué. Et donc il avait besoin de quelqu'un qui connaisse un peu vraiment la RSC, parce que c'est un domaine un peu particulier, un cheminement technique, un peu, enfin cinéphilique un peu particulier. Même si c'est vrai, tous les deux, on a passé notre vie dans les salles de cinéma à voir un max de films. Parce que voilà un peu l'idée de mon parcours en tous les cas, voilà. Une première question qui rebondit bien avec ce que tu viens de dire, Jean-Marc. Peut-être revenir, parce que c'est pas évident pour l'ensemble des membres du public, sur la spécificité et la nécessité aussi d'un cinéma dit d'art et d'essai. Comment est-ce qu'on le caractérise? Quels sont les enjeux derrière ces termes? Et qu'est-ce qui caractérise vraiment le cinéma dit d'art et d'essai? Oui, il y a une définition très précise en fait. Je ne sais pas à quel point on rentre dans les détails, mais en fait les films déjà sont recommandés à réessayer, et puis en fonction de là où une salle est située sur un territoire, il faut en programmer un nombre de séances plus ou moins grand pour obtenir, enfin que l'établissement cinématographique obtienne le classement. Ça c'est un peu en résumé, je ne sais pas à quel point... Disons qu'il y a certaines règles qu'il faut suivre. Tout le monde ne peut pas s'improviser cinéma à essai. C'est pas parce qu'on fait de la VO, par exemple. Il y a des cinémas qui passent 2-3 films en VO qui vont se dire ah bah ça y est, on fait de l'art essai. Non, tout le monde peut passer un film en VO. Il faut un vrai travail. Il faut un vrai travail de proximité avec le public. Il faut, enfin pour ceux qui suivent, qui sont des habitués de l'Omnia, vous voyez. Chaque semaine, tout le travail qu'on peut faire autour des films. Les films, il ne faut pas simplement les mettre à l'affiche, ouvrir les portes et attendre que le public vienne. Il faut aller aussi le chercher, il faut le travailler, il faut organiser des débats, il faut faire venir des cinéastes, des critiques de cinéma, il faut organiser un lien avec le public. Il y a tout le travail. Alors effectivement, on passe toutes les œuvres étrangères sont en version originale sous-titrée, mais on va au-delà de ça. On passe des films de répertoire, on va chercher des vieux classiques qui sont réédités. On fait un travail avec le jeune public. Le jeune public, c'est pareil. On va chercher jusqu'aux tout jeunes enfants, les enfants à partir de 3 ans. On fait des petits programmes, on fait des ateliers derrière, des ateliers ludiques, pédagogiques. Il y a tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas. Il y a tout un travail vraiment de fond. La salle à réessai, c'est vraiment une salle qui vit le film, qui vit avec le film, qui vit avec le spectateur. Voilà, on n'est pas là pour... Enfin, on n'est pas un cinéma, on est tout ce que... Enfin, on est tout l'opposé d'un cinéma commercial. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire de l'argent. L'argent nous fait vivre, effectivement, comme tout le monde. On a besoin que les caisses soient remplies, parce qu'on a des charges, il faut aussi payer le personnel. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais on ne travaille pas pour l'argent. On travaille vraiment pour ce métier qu'on a choisi, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, l'Omnia, qui est au cœur de la cité, poursuive son travail, sa ligne éditoriale, culturelle. On est là parce qu'on sait qu'on répond à une attente du public
On nous attend sur des choses spécifiques. Et ce public ne va pas le trouver forcément ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail. Alors après, effectivement, ça entraîne des classements. On est classé après, il y a des commissions qui jugent des cinémas qui vont donner des labels. Alors il y a le label, déjà il y a le classement Arrêt Essai, ensuite vous avez 3 labels, jeune public, vous avez le label répertoire patrimoine, et puis vous avez un label qui est plus autour des films de recherche. Donc une fois que vous avez ces 3 labels, vous pouvez être classé Europa Cinéma, c'est-à-dire tout un travail que le programmateur fait pour programmer un maximum de films européens. Là, ça entraîne aussi. Et puis derrière, ces classements entraînent des subventions, des aides. On pourra peut-être en parler de ces fameuses aides qui font débat souvent, parce qu'on dit « Ah mais vous êtes aidé, vous avez l'argent de l'État, donc vous pouvez faire n'importe quoi ». Non, justement, on ne fait pas n'importe quoi quand on est aidé. On fait des choses qui répondent à des missions qui nous sont demandées. Donc voilà, c'est ça une salle Arrêt Essai. Enfin, Jean-Marc, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu l'as bien résumé avec Mathilde. Non, c'est-à-dire qu'il y a un travail énorme. Hein. Enfin, ça se fait pas tout à fait comme ça. On a l'air comme ça, mais c'est vrai qu'il faut déjà la base, c'est vraiment d'aller voir des films, un maximum de films, et d'avoir envie de montrer des choses un peu différentes. On n'est pas en opposition, c'est-à-dire qu'on fait vraiment pas le même travail que dans les circuits. Moi, j'ai un total respect, hein, pour les collègues des salles de cinéma en général, parce qu'on est, voilà, il n'y a aucune raison. On fait quand même le même travail, enfin le même travail en tous les cas. Nous sommes exploitants de salles de cinéma avec les mêmes contraintes. Mais là, en l'occurrence, pour la RSC, ça demande beaucoup de spécificité, et entre autres une vraie connaissance quand même de ce qu'est l'histoire du cinéma, de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est l'économie du cinéma. C'est pour ça que, si vous voulez, par rapport à votre parcours, moi je trouve que le fait de s'intéresser à la fois à la technique, à la production, à l'origine même de ce qu'était l'histoire du cinéma, ça permet vraiment de savoir exactement ce qu'on veut faire. Après, c'est vrai que le classement, il est très compliqué à avoir. Nous, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'on arrivait dans une économie qui était très compliquée. C'est une salle qui était une ancienne salle Gaumont, qui est forcément un établissement pas classé du tout. Donc il a fallu vraiment montrer, en plus on arrivait dans un environnement qui est hyper concurrentiel à Rouen, et à l'époque il y avait une autre salle Arrêt Essai, enfin, que vous avez certainement connue, qui était le Melville, une très bonne salle d'ailleurs, mais voilà, c'était très compliqué d'arriver dans cette géographie là, et il a fallu s'imposer auprès des distributeurs, parce que nous, personnellement, moi, c'est mon quotidien, c'est de travailler avec les gens qui ont les droits des films, parce que dans la chaîne, bon, vous la connaissez, hein, il y a le producteur, il produit le film, le distributeur, lui, nous travaille avec les exploitants, il fait tout le travail de promo et voilà, pour que le film arrive jusque sur nos écrans. Et donc, il faut tout le temps s'imposer. C'est un rapport, à vrai dire, entre l'art et le commerce. C'est un mélange des deux. C'est très spécial. Alors, c'est un milieu qui fonctionne beaucoup à le côté amical, comme ça, mais en même temps, on reste vraiment dans le business, et ça reste quand même très compliqué. Alors, il s'est trouvé que la première année, quand Hervé a préparé le dossier pour la demande de classement, je résume, on a eu la chance, c'est absolument exceptionnel, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire des salles de cinéma Arrêt Essai en France. On a été classé tout de suite avec les 3 labels, voilà, et ça a fait beaucoup de bruit dans la profession, parce que les gens ne comprenaient pas, ils se demandaient vraiment comment ça se faisait qu'on avait ces 3 labels, nous en arrivant comme ça dans une salle qui était même pas encore avec de la moquette Gaumont, des portes Gaumont, et ainsi de suite, quoi. Parce que ça a été rock'n'roll, hein. Là on frime un peu là,
mais ça a été vraiment très, 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 très dur pour arriver à séduire, parce que c'est un travail de séduction, tu as parlé de ça. C'est un public qui est, le public rouennais est très compliqué, était très compliqué, très, très compliqué. C'est un public qui fonctionne uniquement en réseau. Moi, je ne connaissais pas, je n'étais pas rouennais, donc il a fallu comprendre aussi comment fonctionnait ce public-là. Donc, petit à petit, les gens te font confiance. Voilà. Donc, pour résumer, non, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, et même maintenant, c'est encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est un tel bonheur, parce que c'est vrai que quand on... hier soir, on a fait par exemple, on a travaillé avec le festival du film d'éducation d'Évreux. Bon, j'avais 20 personnes dans la salle. Voilà, 20 personnes, c'est-à-dire vraiment personne, quoi. Et le film était exceptionnel. Le réalisateur était exceptionnel, ce qui fait qu'à un moment donné, toutes ces petites choses, que ce soit le film d'hier soir, Ultraviolette, ou un film d'auteur un peu plus, qu'on reçoit François Ozon, ou un film expérimental, ça permet d'alimenter, voilà, on travaille beaucoup ici avec le local, les festivals, d'ailleurs on est une des représentantes qui pourra peut-être aussi prendre la parole tout à l'heure, c'est Claude qui s'occupe responsable du festival Elles font leur cinéma, parce qu'on accueille énormément de structures en local, et c'est ce qui fait vivre vraiment l'économie de ce cinéma art et essai, c'est-à-dire l'art et essai, c'est avant tout pas un cinéma, parce qu'il y a une image du cinéma art et essai, le film chiant, pas divertissant, en version originale, enfin tout ça, alors que c'est totalement faux, et que nous on travaille sur des films absolument géniaux. Voilà, là, cette semaine on a le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, c'est un film art et essai, hein, par exemple, tu vois, enfin, ou des films d'auteur, ou du cinéma de genre, du cinéma bis, l'histoire du cinéma, enfin, tout ce qui nous porte, quoi, et qui nous donne envie de... Tout le cinéma moderne, voilà, parce qu'il y a plein de jeunes réalisatrices qui arrivent, en force d'ailleurs, elles arrivent en force, toutes ces jeunes femmes, et qui font un cinéma qui bouscule les idées, et c'est ça qui nous intéresse. Alors je vais jouer mon envoyé spécial pour parler d'un pays hyper loin. Mais par exemple, cette notion de art et essai, elle n'existe pas en Australie. Et je ne sais même pas si aux États-Unis on a aussi le terme, mais enfin, ça n'existe pas. On dit éventuellement art house, film, mais c'est tout. Et ça veut dire, c'est un pays aussi où clairement il n'y a pas toute cette démarche de soutien à un certain cinéma. Ça ne veut pas dire qu'on n'en voit pas, on en voit, mais de manière différente. Alors il y a des exploitants très courageux qui s'emparent de ce cinéma, mais qui forcément, comme ils n'ont pas le même soutien, le même écosystème qu'en France, doivent faire des choses qui se rapprochent plus du commerce quand même. Et par exemple, donc on peut avoir les mêmes films dont tu parlais, mais qui vont se mélanger avec des blockbusters sans aucun problème. Alors ils sont présentés en VO, on dit Foreign Language Films. Et déjà, foreign language, déjà tout de suite c'est art et essai. Hein. Dès qu'on parle une autre langue en Australie, c'est art et essai, même si c'est les tuches. Mais donc du coup ils ont un modèle qui est complètement différent, et du coup il y a une grosse pression financière. Ils sont toujours menacés d'être rachetés par un plus gros qui va en faire une espèce de petite capsule rigolote. Mais donc ils doivent toujours se battre, et leur modèle surtout il repose sur les recettes annexes. Alors bon, déjà le prix du billet est largement supérieur à ici, hein. Quand on dit c'est cher le billet, là-bas bon c'est $20 hein, quand même pour aller au cinéma. Et puis en plus quand on va au cinéma là-bas, on n'achète pas que le billet, on achète aussi son verre de vin. Donc il y a un bar, enfin en tout cas dans les salles qu'on qualifierait de art house, hein, qui appartiennent principalement à une famille assez géniale d'ailleurs, très flamboyante, italienne. Enfin c'est vraiment cinéma paradiso, hein. Son cinéma avait brûlé en Italie, il a émigré en Australie, il a monté cet empire du cinéma art et essai, et ils se battent tout le temps pour que ça tienne. Mais du coup, donc, il y a un vrai business, donc on va au bar prendre son verre de vin, enfin, et ça double les recettes. Donc c'est complètement autre chose.
c'est toujours un peu fragile, dans le sens où... et ça va l'être encore plus là avec le Covid, parce que je pense que ça fait... C'est bon, c'est le sujet d'après, mais c'est comment on fait pour faire venir les gens au cinéma après le Covid. En Australie, là, alors ils sont tous très fiers, parce que ça a repris d'un coup, et ils sont tous très contents de dire, alors c'est grâce aussi aux consommateurs premium. Qui sont consommateurs premium, c'est un peu les sauveteurs du business. Donc c'est les gens qui consomment sans arrêt, tout le temps, beaucoup. Et donc tout repose sur eux. Donc avant, il y a une démographie très différente d'avant. Avant, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui allaient au cinéma. Et là, il y a ces fameux, ils appellent ça les NEO, le New Economic Order. Ça fait un peu peur quand même. Et donc c'est des surconsommateurs qui consomment aussi pour défendre le pays et le business et le petit commerce, etc. Mais ils vont essentiellement voir des blockbusters, hein, ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui va se passer si justement il n'y a pas de régulation? Et je pense que ça va être le prochain sujet, ou un des prochains sujets de cette conversation. Alors, Hervé, tu veux peut-être parler du CNC, peut-être? Non, oui, justement je voulais rebondir parce qu'on a... c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un système qui est très envié par les autres pays. C'est un système qui est très vertueux, c'est-à-dire que plus vous allez au cinéma, plus vous faites fonctionner la chaîne de survie de l'industrie cinématographique. C'est-à-dire sur chaque billet que vous achetez, il y a une somme qui est prélevée, qui est gérée par le CNC, qui redistribue cet argent soit pour soutenir des salles de cinéma, soit pour soutenir des structures associatives, soit pour soutenir de la production, soit pour soutenir voilà, les films les plus fragiles sont soutenus. L'avance sur recette pour aider des films à se faire. Et ça, vous ne le trouvez qu'en France. C'est un système qui est vraiment très vertueux et qui permet à cette industrie cinématographique française de perdurer, d'exister. Et malgré les crises, vous voyez, on a passé la crise du Covid, il y a eu 2 années qui ont été très difficiles. Eh bien, l'État a été à nos côtés. Quand je dis l'État, c'est toujours via le CNC, c'est-à-dire l'argent qui a été généré par les entrées en salle. Et nous, comme dit Jean-Marc, il ne faut pas cracher sur le cinéma commercial, parce que plus les gens vont voir Black Panther, actuellement, qui marche très bien, l'argent est prélevé sur les entrées de Black Panther pour alimenter les caisses du Centre national du cinéma, qui redistribue tout cet argent de façon indistincte, à l'aide aux documentaires, à l'aide aux salles fragiles, à l'aide à des films fragiles. Vous voyez, c'est vraiment, quand je dis c'est un système très vertueux, c'est un système qui est unique en France, qu'il faut, tu veux peut-être en parler aussi. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez tous les deux mis je pense, une fois sur la vraie question. On est un peu tout seul, on finit par être un peu tout seul dans le monde, avoir ce système. Hein, on n'est pas, même sans aller jusqu'à l'Australie, en Europe, voilà, c'est. Même en Angleterre, hein, c'est exactement, effectivement, le même schéma de salle. Ou dans les salles indépendantes, par exemple, qu'on dit indépendantes, par exemple à Berlin, qui sont des super salles, des super lieux. Effectivement, la programmation, voilà, c'est pas de film à réessayer, quoi. Et pour revenir, oui, sur cette question de définition, je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, en plus de ce système, on a vraiment des critères, bon, on ne peut pas les dire objectifs, mais en tout cas, il y a la recommandation des films qui fait qu'on peut, de manière plus ou moins objective, effectivement, dire que le travail sur ces films est fait ou non par les salles, et ça, c'est une vraie aide pour les salles, quoi. C'est un vrai soutien au travail qui est fait. Oui, parce que... Et c'est un boulot énorme de recommander, c'est-à-dire que chaque film est visionné par des comités d'une 50aine de personnes, et ça, c'est nulle part ailleurs. Non, c'est unique, parce que ce qui a permis de sauver tout le cinéma européen, qui est pratiquement mort. Hein, en Italie, il y a plus de cinéma. Sur toute l'Europe, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que le Centre national du cinéma, tout le monde nous envie, même les cinéastes américains, voilà, tout le monde est conscient que, d'ailleurs, ils viennent tous se faire produire pour la plupart à un moment donné, parce que Hollywood, ça fonctionne plus. Ils ne produisent que du Marvel ou du film d'entertainment classique, quoi, tu vois, voilà,
qui est pour du teenage movies, et ce qui fait qu'il y a le cinéma d'auteur, c'est complètement dégradé. Le vrai cinéma indépendant américain n'existe pratiquement plus, puisque maintenant c'est comme des filiales des studios, comme Searchlight, enfin, de la Fox, qui d'ailleurs un studio qui s'est vendu à Disney, puisque Disney rachète tout. Voilà, il faut quand même savoir ça, et c'est un empire, hein, un empire, c'est-à-dire un empire aussi, parce qu'on parle de cinéma art et essai, idéologique, de savoir vraiment ce qu'on va nous montrer, nous, en tant que spectateurs, ce qu'on va pouvoir aller voir. Ce qu'ils appellent le cinéma indépendant, maintenant on dit, bon, on va traiter un sujet, je sais pas, la transidentité, ou les migrants, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ça reste toujours un cinéma très propé et très cadré, idéologiquement, alors qu'il existait parallèlement un cinéma indépendant aux États-Unis qui était vraiment indépendant au début des années 80, qui était vraiment un cinéaste d'où a émergé des cinéastes. On peut citer Jim Jarmusch, hein, par exemple, ou la nouvelle vague américaine des début des années 80. Mais là, maintenant, tout est hyper cadré, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cinéastes qui migrent en Europe et qui se font produire parce qu'ils savent très bien qu'en France, il y a un système qui est absolument très vertueux et qui est absolument génial, quoi. Enfin, vraiment, enfin, on peut vraiment financer des projets, des choses. Bon, enfin, il y a des problèmes, hein, forcément, mais il y a toujours. Nous, on a nos collègues, là, notre collègue qui est PDG de la société Noé, qui est président de la Fédération des cinémas français, et qui côtoie beaucoup les instances, le Centre national du cinéma et toutes les structures. Mais grâce à ça, on peut faire des films d'auteur vraiment fauchés, on peut tourner, on peut émettre, bon, même s'il y a en effet un problème, il y a un danger, mais je pense que, par exemple, quand une jeune réalisatrice, un jeune réalisateur veut faire un film avec un sujet très très compliqué, un doc, machin, donc c'est vrai que ça devient des fois un peu compliqué de trouver une télé aujourd'hui. Les plans de financement, ça devient très complexe, mais ça n'empêche pas aux gens de se battre et de faire leurs films. Et nous, les salariés essais, c'est vrai qu'on est sur cette économie-là. On passe des films qui n'ont pas de télé, ou un financement éventuellement avec un peu d'argent de Canal+, ou des choses comme ça. Mais voilà. Moi, je suis plutôt optimiste, hein, sur toute la génération qui arrive de cinéastes. Je crois qu'il y a des très belles choses qui se préparent, et il y a une énergie incroyable qui est liée justement à la préservation du Centre national du cinéma, qui est un truc mais unique. On entendait, il y a pardon. Il y a les Scorchese qui parlaient de ça, les Brian De Palma, et qui parlent de ce système-là, du système français. Voilà, pardon, je suis désolé. L'idée le fait que cette table ronde vienne de vous, enfin vienne des jeunes, ça rend déjà très optimiste, hein. Ça veut dire que dès qu'il y a des combats, ils viennent de vous, donc c'est vrai que c'est quand même bien que il y a l'écologie, puis il y a le cinéma. Mais on a tout vient de vous, hein, donc. Mais c'est vrai qu'on a un système qui quand même peut assurer une sortie de crise contrôlée, mesurée, qui assure quand même un équilibre. Et quand on regarde ce qui se passe dans un pays qui n'a pas ça, bon, moi il y a celui que je connais où j'ai vécu, mais presque partout autour de nous, comme vous le disiez, c'est pareil. C'est totalement livré à la sauvagerie d'un système. Donc si tout le monde ne va plus voir que des blockbusters et qu'il n'y a pas ce système de régulation, il n'y aura plus que des blockbusters. Donc c'est alors que même l'économie, l'écosystème des séries, par exemple, a besoin aussi des jeunes talents qui viennent du cinéma. On voit que les séries qui marchent le mieux actuellement en France, elles sont faites par des réalisateurs, réalisatrices qui viennent du plus art et essai, hein, tel qu'il est vrai, etc. Et on voit aussi que les blockbusters s'emparent des talents. Bon, alors parfois c'est pas toujours une réussite, mais au moins il y a une tentative, quoi. Chloé Zhao qui fait un Marvel. Donc il y a quand même une porosité.
qui est nécessaire. Mais s'il n'y a plus, le départ, c'est-à-dire les jeunes talents soutenus, ça deviendra une pure industrie, quoi. Puis je voulais revenir sur le côté exploitation. On a la chance aussi en France d'avoir des instances qui sont très très proches des salles de cinéma. Le parc de Salles est un des parcs, je dirais, dans le monde les mieux soutenus. Pendant la crise Covid, par exemple, en France, il n'y a eu aucune fermeture de salle suite à la crise. Ce qu'on a trouvé dans plein d'autres pays, où beaucoup de cinémas ont fermé, ont mis la clé sous la porte avec la crise Covid. La France est un des rares pays à n'avoir fermé aucune salle de cinéma, du fait du soutien, effectivement, des instances. On a une fédération aussi nationale des cinémas qui est très proche, très combative, qui allait voir les pouvoirs publics pendant toute la crise du Covid, pratiquement tous les 15 jours, avec des réunions, voilà, pour maintenir ce parc de salles qui est vraiment une richesse culturelle pour la France. Et ça, je veux dire, on a vraiment, je ne sais pas si vous mesurez la chance d'être dans un pays comme la France, pour tout ce soutien qu'on peut avoir. Alors après, on peut se gausser sur oui, la culture. Alors des fois, effectivement, comme Jean-Marc l'a dit, ça nous arrive de faire des événements où il y a 10 personnes dans la salle. Oui, et alors? Voilà, c'est 10 personnes. Ces 10 personnes-là, elles vont en parler autour d'elles, et puis elles vont peut-être donner l'idée à d'autres personnes de venir à d'autres débats. Et puis ces 10 personnes-là, elles sont aussi importantes que s'il y en avait 50 ou 100. Et puis nous, on est heureux d'avoir fait une action culturelle. Et puis de toute façon, voilà, on ne peut pas rentrer dans une norme à la façon Disney, qui est une espèce de rouleau compresseur à idées. On ne peut pas rester dans une espèce de moule universel. Il faut aussi qu'on se batte pour défendre des niches, des idées, des points de vue, même si ça s'adresse à un petit public, c'est pas très grave. Toute l'addition des petits fait un très grand, de toute façon, à l'arrivée. Donc voilà. Oui, oui, puis merci. Et puis on est tous, on se prend tous ici, on est tous différents de toute façon. Et puis de par nos origines, de par plein de choses. Et ça serait absolument terrible, c'est ce que la disnification, moi j'appelle ça comme ça, la espèce de... Moi j'utilise le mot, c'est des mots un peu forts, mais il y a une forme de fascisme culturel, où à un moment donné, il faut être conscient que on n'est pas que des, on n'est pas des consommateurs, on n'est pas que des, on peut être des consommateurs, mais on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des acteurs, des actrices du système. Et on réfléchit, on peut décider ce qu'on veut faire, qui on veut, voilà, ce qu'on veut intellectuellement et socialement, voilà ce qu'on veut faire. Moi, je crois qu'il y a un problème. C'est vrai que on est pour arriver à un résultat comme aujourd'hui, on arrive avec sur une salle de cinéma comme l'Omnia, c'est que à un moment donné, c'est de se dire que c'est pas un calcul absolument savant, c'est se dire qu'il faut un maximum de diversité et que c'est vrai qu'en acceptant par exemple un petit documentaire fauché qui est fait avec 3 balles et qu'on va prendre parce qu'on va aider peut-être aussi la structure qui a fait le film, peut-être un cinéaste indépendant qui n'a pas forcément de boîte de société de production et qui fait son film à l'arrache. Et à côté, travailler avec un blockbuster américain. Hier, j'ai traité avec la Paramount, un film qu'on sort le 18 janvier, Babylone de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land et Whiplash. Voilà, on peut aller d'un axe à un autre, mais en même temps, il faut comprendre que moi, j'en veux énormément par exemple, à des sociétés comme... voilà, je trouve que... je parle souvent de Disney parce que je trouve qu'ils arrivent en terrain conquis tout le temps. Il faut tout le temps se plier à leurs conditions. Il faut être voilà. Et en plus, ce qu'ils proposent, c'est pas non plus, ce sont pas des choses exceptionnelles hein, non plus. Mais voilà. Donc je pense qu'il faut quand même se battre. C'est à nous à faire le nécessaire. Et c'est vrai que c'est à vous en tant qu'étudiant la culture de se dire à un moment donné. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Est-ce qu'on veut travailler comme tout le monde? Est-ce qu'on veut être dans le système, systématiquement?
Est-ce qu'on a envie de monter un festival? Je sais pas, moi, monter des festivals, monter des choses, des projets complètement alternatifs. C'est ça aussi qui donne l'énergie. Et en France, on a la possibilité encore de le faire. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, je voulais juste repréciser que Disney en France, c'est quand même 25% des entrées en salle. Oui, voilà. Donc voilà, on parle vraiment d'un gros quoi. Ah, voilà, et moi, pour avoir travaillé pour eux, hein, Disney, mais côté parc, alors même si on enlève l'idéologie, admettons qu'il n'y ait pas d'idéologie, qu'il ne soit pas fasciste, etc. Admettons, je ne sais pas, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les masses auxquelles ils s'adressent font que forcément, ils n'ont pas le choix et doivent standardiser. Et en fait, moi j'ai vu des réunions où ils ont des gens super dans leurs équipes, des gens hyper créatifs qui ont plein d'idées géniales. Et j'ai vu des réunions où les créatifs arrivent avec des idées. Alors là, c'était une réunion, je me souviens toujours d'une réunion sur des t-shirts. Ils avaient prévu des t-shirts super chouettes sur les villains, etc. Cruella. Et puis les chefs du merchandising disaient ouais, c'est génial, merci, super. Alors bon, maintenant, comme nous, notre public, il est quand même massif, et puis on doit s'adresser aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens, aux Français, aux Anglais. Bon, bah en fait, ce serait quand même bien qu'on mette que Mickey sur le t-shirt. Voilà. Donc Cruella, c'est bien, mais Mickey, c'est mieux quand même. Et en fait, ça dit beaucoup, je pense, que du système, c'est quand on veut s'adresser à des gens très différents et à faire plaisir à tout le monde, bah, on fait des choses très standards. Voilà. On standardise. Et tout doit se ressembler, effectivement. Mais il y a des belles choses des fois qui émergent. C'est ça le paradoxe, c'est que faut pas non plus. Il peut y avoir des très belles choses aussi. Et puis il y avait une âme qu'on a tous vu des films de Disney quand on était gamin et qu'on a apprécié. Il faut pas non plus. Mais c'est ce système. Voilà. Et d'ailleurs, le créateur, Walt Disney, celui qui a inventé tout ça, c'était un type vraiment hyper créatif aussi, ultra créatif, un homme d'affaires, mais ultra créatif. Mais je pense que maintenant, c'est vrai que c'est entre les mains tu disais, Philippe, il y a forcément des gens extraordinaires qui bossent chez Disney. Et d'ailleurs, il y avait Tim Burton là, qui en parlait lorsqu'il est venu à Paris, il est venu au Festival Lumière, et lui qui a énormément travaillé pour Disney, il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Il ne peut pas faire ses films. Et tous les plus mauvais films qui ont été faits de Tim Burton, c'est les films qu'il a fait avec Disney, en gros. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi, Disney devient une machine où tout doit pouvoir se transformer en tout. Un film doit pouvoir se transformer en jeu vidéo, qui doit pouvoir se transformer en attraction dans un parc, qui doit pouvoir se transformer en peluche, qui doit pouvoir se transformer en jouet. Enfin, on a vu ça naître avec le retour du Jedi. Quand on a vu les Ewoks, on se dit, ok, d'accord. Donc là, on a compris la mécanique, c'est-à-dire qu'il faut que les personnages deviennent des peluches. Et en fait, mais ça rentre aussi dans un système où les gens vont voir les blockbusters comme s'ils allaient faire une attraction, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent souvent, c'est « Oh, wow, pendant 2h40, j'ai eu de la 3D, etc. » Et c'est comme aller faire un tour de Space Mountain. Donc il faut que tout puisse aussi se décliner dans les différentes parties de leur business. Et plus ils agrègent d'activités, plus il faut que ça puisse glisser. Et du coup, on demande à un film de pouvoir se transformer en ride, en tout, quoi. Juste peut-être pour conclure, parce que c'est vrai qu'on est parti un peu loin, mais en même temps je trouve ça très intéressant parce que effectivement on se définit aussi beaucoup par la négative et contre ces modèles, et je pense que l'exploitation cinématographique et plus largement le modèle ARSC en France est aussi là pour ça en fait, et aussi là pour défendre d'autres propositions, une diversité culturelle, et je crois que les militants effectivement ils sont partout en France, de la production à l'exploitation, sur toute la chaîne. Et notamment, et ça c'est parce que c'est mon sujet, mais notamment dans l'exploitation, il y a énormément de salles associatives qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Il y a presque 300 salles en France qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, de la gestion à la programmation, enfin ils font tout. Et ça, voilà, c'est une vraie armée de militants pour le cinéma ARSC, et sur tous les territoires, à la campagne, enfin c'est exceptionnel. Il n'y a pas que le CNC qui est exceptionnel, il y a aussi les gens. Et tu as écrit un ouvrage là-dessus d'ailleurs, si
Oui, un livre d'entretien. Un très bon, un livre que je vous conseille de lire vraiment, parce que c'est vraiment pour votre travail en tant que médiateur ou étudiant en cinéma. Enfin, c'est parce que c'est vraiment super intéressant pour comprendre comment en France, Mathilde, elle a fait un boulot avec une collègue en allant rencontrer toutes les salles associatives en France. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a un tissu incroyable. Il y a à la fois la distribution, la production, tout ça, mais en France, il y a un tissu incroyable dans les toutes petites villes. Vous avez toujours un exploitant incroyable qui va programmer un film, qui va faire un débat, qui va essayer d'être toujours à l'écoute des associations. Enfin, c'est unique ce qu'on a en France dans le réseau, en exploitation, en tous les cas sur la RSC. C'est absolument génial. Et la RSC, ça veut dire que ça peut être votre salle de proximité, une petite salle dans l'Eure, une petite salle dans la Manche. Enfin, dans la Manche, il y a alors plus que en Haute-Normandie, il y a tout un circuit absolument exceptionnel de gens qui font vraiment des trucs incroyables dans des toutes petites villes de 2000 habitants. Merci beaucoup. Je sais que moi, je sais que je pourrais vous écouter pendant des heures, mais on n'a pas tous le temps. Et du coup, vous avez répondu à nos questions de nos premières parties. Et vous me donnez aussi de l'espoir dans le cinéma, et le cinéma français notamment, parce qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas au courant, et surtout sur tout ce côté RSC, et sur le fait qu'aucune salle n'a fermé et qu'il y a eu toutes ces aides. Et donc c'est sur ce sujet-là dont on va parler ensuite. C'est nous, de ce qu'on a vu, on constate une baisse de fréquentation des cinémas d'environ 30% à l'échelle nationale, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid entre autres, et je pense qu'il y a aussi peut-être d'autres choses dont vous allez probablement nous parler. Et est-ce que vous aussi, vous avez constaté cette baisse, que ce soit dans la fréquentation des cinémas, mais aussi peut-être dans des personnes qui viennent dans les festivals, etc. Et donc, est-ce que vous pensez que la crise sanitaire est la seule raison de cette baisse de fréquentation, ou il y a d'autres sujets qui affectent la fréquentation des salles par le public? Moi, je veux bien commencer. Enfin, je crois que c'est aussi un long sujet, mais non, effectivement, moi, je pense que, mais ça, c'est propre à chacun. Enfin, ce ne sont que des hypothèses que j'émets. Moi, je pense qu'effectivement, ça vient aussi à un moment donné où l'exploitation est déjà un peu fragile, avec des publics vieillissants, un parc de salles vieillissant aussi. Il faut savoir, alors du coup, on a dit que le CNC c'était super, tout ça, et effectivement, il y a de l'argent pour, par exemple, rénover les salles. C'est bête, mais une salle qui est un peu pourrie, ça donne pas envie. Et ça, c'est des questions plutôt très pratiques hein, liées à l'exploitation. Et en fait, les pouvoirs publics ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est un combat de tous les jours parce que ce sont des politiques culturelles locales. Et là, voilà, ça appartient à chaque salle de faire de faire ce travail avec ses élus pour la rénovation des salles. Donc là-dessus, oui, il y a un parc clairement des salles vieillissantes. Il y a aussi un public peut-être lié aussi aux programmateurs qui sont vieillissants aussi, puisqu'il y a aussi beaucoup de salles associatives, des bénévoles qui sont voilà, mais c'est très bien aussi qu'ils soient toujours là. C'est pas une tare, mais voilà, je crois que ça a aussi arrivé à un moment donné où là où les plateformes a priori pour moi ne devraient pas être menaçantes parce qu'elles remplacent plutôt un usage de la télévision. Elles ont un peu profité de l'image un peu désuète dont souffraient les salles de cinéma et qui pourtant, enfin voilà, dans lesquelles on vient de dire, il se passe plein de choses. Mais je pense qu'on souffrait déjà d'une image un peu désuète qui est plus ou moins justifiée, mais voilà. Concernant la crise du cinéma, la crise de fréquentation, oui, elle existe au niveau national et c'est surtout le secteur commercial qui est le plus touché. Si l'on regarde agglomération par agglomération, les cinémas à réessai sont ceux qui s'en sortent un petit peu le mieux. Du fait, je pense que du changement un peu de la modification de la structure du public pendant les 2 années du Covid, où effectivement l'émergence des plateformes a
a sans doute attiré un nouveau public vers le petit écran, vers des abonnements, vers d'autres moyens de diffusion des films. Et c'est surtout sur ces plateformes un cinéma dit commercial qui est surtout le plus regardé, donc qui fait concurrence plus frontalement au multiplex. D'ailleurs, quand on regarde sur l'agglomération de Rouen, tous les gros multiplex, le Pathé Doc, Kinépolis, le Gaumont-Gangué-Filly, sont en train de chuter. Ils n'arrivent même plus à faire 10 000 entrées, alors qu'autrefois, ils étaient entre 10 et 20 000 entrées. Là, ils sont toujours en dessous de la barre des 10 000. Ils n'ont pas réussi à remonter la pente parce qu'ils ont besoin, effectivement, de grosses locomotives très performantes pour attirer un public qui, je pense que tu l'as dit, et maintenant, quand il va vers un cinéma comme un multiplex, attend du grand spectacle, des fauteuils qui bougent, de la 3D, enfin voilà, quelque chose qu'il ne va pas trouver devant sa télé ou avec sa plateforme. Mais, des places à 16 balles. Et oui, alors après, on peut parler, je pense que vous aurez peut-être des questions sur le prix des places, c'est encore un autre sujet, parce que je ne pense pas que ça soit ça le nerf du problème. En ce qui concerne les salles comme les nôtres, alors, nous, on est dans une configuration un peu spéciale, parce que on est dans une phase de lancement. C'est un cinéma qui a été entièrement rénové, donc il y a aussi une curiosité du public. Le cinéma, il s'est modernisé. Beaucoup de gens reviennent vers nous pour découvrir aussi ce qu'est devenu l'Omnia. Mais ceci dit, on aurait pu se dire, depuis le 7 septembre que nous sommes ouverts, on a pu avoir comme ça un effet très haut de découverte, et puis on aurait pu avoir quelque chose qui commençait à s'éroder, et puis voilà, et on aurait pu être dans une phase un peu descendante. Non, on maintient une espèce de niveau très haut, parce que je pense qu'il y a sur la salle de proximité, la salle de centre-ville, je pense que c'est là où est l'avenir de la salle de cinéma, parce qu'on est un cinéma qui, je pense, répond aujourd'hui aux besoins des gens qui ont envie d'aller dans la salle de cinéma, c'est-à-dire un cinéma à taille humaine. Nous, par exemple, chez Noé Cinéma, on a toujours décidé de ne pas mettre de bornes de tickets d'achat. Beaucoup, vous allez dans les multiplex, vous rentrez dans un hall vide, et vous avez comme ça des murs de bornes, vous allez, voilà. Ça s'est déshumanisé, le cinéma s'est déshumanisé, il n'y a plus le contact humain. Or, chez nous, on veut maintenir encore des caisses avec des gens à l'intérieur, oui, pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler, des fois se prendre des engueulades, mais ça, c'est pas très grave, et parfois des encouragements ou des sourires, mais en tout cas, on veut maintenir un côté humain dans la salle de cinéma. Et je pense que c'est en travaillant sur la proximité avec le public, c'est vrai, va être assez happé par plein d'autres choses, dont les plateformes. Voilà, elles sont là maintenant, il va falloir faire avec. Ça ne sert à rien d'aller lutter contre ces plateformes. Mais c'est à nous de trouver des moyens d'aller chercher le public, de fidéliser, alors aussi par les animations, une programmation qu'on ne va pas trouver sur les plateformes, des débats qu'on ne va pas trouver sur les plateformes, enfin, énormément de choses. C'est à nous de trouver voilà, les solutions pour effectivement faire venir les gens au cinéma. Moi, je veux juste ajouter un super exemple. J'étais avec le gérant du studio au Havre, que vous connaissez sûrement, David, qui est super. Et il m'a dit de ne pas le dire haut et fort, mais je le crie parce que je trouve ça super. Mais il a fait le mois dernier le plus beau mois depuis que le cinéma a ouvert, alors que c'est une salle exclusivement de patrimoine, avec 80 salles. Enfin, c'est un mono-écran à côté de la gare, enfin le truc. Et en fait, voilà, lui... il est même mieux que jamais, quoi. Donc effectivement, je dis pas qu'il n'y a pas de soucis, parce que là on entend de dire tout est génial, mais il y a aussi effectivement, du coup, dans ces salles-là, des choses super. Et effectivement, c'est pas, je suis pas sûre qu'on soit si menacé qu'on veut bien nous le faire croire. D'ailleurs, sur le répertoire, parce que je peux pas rebondir juste sur le répertoire, là en ce moment, il se passe, enfin les films, les vieux films, le répertoire. C'est en train vraiment d'exploser. Nous, on n'a jamais eu des chiffres comme ça. En définitive, je vois, il y a des spectateurs dans la salle assez fidèles qui aiment, qui viennent régulièrement voir du répertoire. On fait des très bons scores, qui des fois on dépasse des films en sortie nationale, des fois. Voilà, non, mais c'est vrai, hein, et c'est vrai que David au Havre, lui, fait un travail absolument exceptionnel. C'est une des rares salles encore en province, à Paris, il y en a quand même, qui est vraiment une salle unique de répertoire. Voilà, et elle est au Havre, donc c'est quand même incroyable.
C'est vrai que ce que vous faites pour les animations, les débats, les événements spéciaux, c'est extraordinaire. Et ça, on ne peut pas le voir dans une plateforme. Le contact avec des talents, avec des réalisateurs, avec des acteurs. Moi, quand je suis arrivé en Australie, alors on avait ce gros handicap d'être à 24 heures d'avion. Donc les talents, il fallait qu'ils soient motivés et qu'ils aient un peu de temps. Et puis, mais il fallait surtout que les équipes soient motivées. Et elles avaient complètement lâché l'affaire. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit « Ah non, mais de toute façon, on est trop loin, ils viennent pas, ça les intéresse pas, on n'est pas dans les radars. » Bon. Fin de l'histoire, on projette nos films et puis basta. Mais je suis désolé, un festival, c'est pas ça. Un festival, bon oui, on va voir des films, mais on doit aussi avoir cette interaction avec des talents et ça crée un événement. Surtout si on est à 24 heures d'avion, quand on a une Rebecca Zlotowski qui vient, bon bah faut quand même pas rater ça, quoi. Ou un Jacques Audiard. Et donc j'ai relancé ça avec Unifrance, dont c'est la mission. Et le public était au rendez-vous. Enfin, on a fait des projections avec Zlotowski, donc avec Emmanuel Berco, avec Jacques Audiard. Jacques Audiard, on avait un cinéma, en plus un cinéma absolument magnifique à Melbourne, qui était plein pour son film, avec que des gens qu'on voyait pas d'habitude. Aussi, ça permet de diversifier les publics. En plus, c'est vrai que c'était les Sisters Brothers, donc c'était encore un autre style que ce qu'on montrait d'habitude au French Film Festival. Mais les événements, c'est vraiment s'il y a bien quelque chose qui peut distinguer les plateformes de la salle, c'est ça. Et puis cette éducation aussi à l'image. Ça vient pas comme ça d'aller directement voir des films d'arrêt d'essai pointus, expérimentaux. C'est un chemin à prendre. Et ça, c'est aussi la mission de salles comme l'Omnia, c'est d'emmener les gens dans un parcours. On part des blockbusters et des films américains et comment on retrace cette histoire. Alors ça peut être par les films de genre que vous mettez très en avant et c'est une super idée parce qu'effectivement ça peut faire le pont entre la créativité à réessai et l'univers un peu plus blockbusters. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire à la fois en tant que ancien programmateur, fervent spectateur de l'Omnia. Non mais c'est vrai qu'il faut vraiment, tu as raison, hein. Tu as entièrement raison, il faut vraiment mixer vraiment cette prog, quoi. Il faut vraiment, je trouve que là on prépare samedi soir par exemple, on a monté un petit truc, ça nous est marré avec Hervé parce que on a appelé ça Scary Movies. Scary Movies, bon, non, vraiment, il y a le film, hein, mais Scary Movies, le film qui fait peur, quoi, voilà. Et puis, on va essayer de passer de temps en temps des films d'horreur un peu quand même haut de gamme, parce qu'en ce moment, il y a un renouveau hein, sur le cinéma d'horreur, qui est absolument, pour toute une nouvelle génération et paradoxalement, pas mal de réalisatrices qui s'intéressent à ce genre-là et qui revisitent totalement le truc et c'est vraiment un vrai boulot incroyable et avec des sujets pas possibles. Et là, en l'occurrence, samedi soir, par exemple, on va passer un film qui s'appelle X, qui était... c'est pas un film porno, hein, mais c'est un film de genre, un peu un hommage aux slasher movies de Massacre à la tronçonneuse. Et le film était sorti très mal distribué parce qu'ils l'ont sorti, ils ne savaient pas comment sortir le film. Ils l'ont sorti en version française, ça n'a pas du tout accroché, personne ne savait ce que c'était. Et du coup, là, il y a une espèce il va vite, je pense, devenir assez culte ce film. Donc on fait des séances vendredi soir à 22h15, samedi soir à 22h15 en version originale, et la semaine prochaine aussi. Et voilà, je parle de ça parce que c'est pour montrer à quel point on ne fait pas que des films de Marguerite Duras du matin dans les salles à réessai, voilà, pour faire chier le monde, hein, mais c'est vrai ce que tu dis, on se creuse vraiment les ménages avec Jean-Marc, parce que
on veut éviter de tomber dans une routine. Alors effectivement, on a sur l'année, on a des marqueurs comme ça, par exemple avec les festivals, on sait qu'à telle date, on accueille tel ou tel festival, et puis on a des rendez-vous comme ça qui se greffent. Mais on essaye toujours, chaque année, de trouver des nouvelles idées. Alors là, on est parti sur ce Scary Movies, et puis l'année prochaine, on lance aussi, parce qu'on adore le fantastique, on va lancer un cycle qui s'appelle l'Écran Fantastique, avec des rendez-vous de grands films fantastiques réédités qu'on va présenter. On essaye toujours de trouver des choses, aussi dans l'optique d'attirer un jeune public, parce que c'est vrai que l'image du cinéma à réessai vis-à-vis du jeune public, c'est assez flou. Quand on parle à réessai au jeune public, on le voit bien, ils n'arrivent pas à définir vraiment ce que c'est, et ils ont parfois tendance à penser que c'est vraiment le petit ciné-club qui fait de l'entre-soi, avec des films un peu très, très difficiles, très compliqués. Mais on s'aperçoit, quand on vient souvent dans la salle à réessai, qu'il y a effectivement des films qui sont des films expérimentaux, des films d'auteurs très pointus, ça, on le revendique et on aime bien les exposer. Mais à côté de ça, il y a un cinéma très large, très populaire aussi. Et puis il y a tous ces... Comme on a un cycle qui s'appelle Cinéma de quartier, qui existe depuis maintenant plusieurs années, on a réussi à fédérer tout un public qui est en train de se rajeunir. On le voit à chaque édition. Cinéma de quartier, là, on faisait Monsieur Klein, film de Joseph Lozère, on a fait une centaine, 120 spectateurs, et il y avait beaucoup de jeunes dans la salle pour aller voir Monsieur Klein avec Alain Delon, film de Joseph Lozère en 76. Voilà, nous, ça nous fait plaisir, parce que plus on voit ces jeunes venir au cinéma dans cette typologie de salle, et plus on se dit, ben voilà, il y a quand même une génération qui est en train de prendre le relais, qui s'empare de certaines choses, de certaines valeurs, qui ne va pas se laisser voilà, emporter par tous ces blockbusters qui s'enchaînent et qui ne donnent rien, que ça devient tellement insipide. Moi qui adorais les blockbusters, j'ai une overdose là. J'ai été voir 2-3 blockbusters ces derniers temps. Et là j'en peux plus. Oui, on en trouve toujours un de bien, mais voilà. Et je suis très grand public, hein, pour vous dire. Je vais voir vraiment tous les films. Mais alors là, ça y est, je sature sur ces blockbusters, les super-héros. Là, j'en peux plus. Mais en plus, oui, c'est 2h45 à chaque fois. Il faut. Voilà. Mais pour dire, il faut. Voilà, il y a un cinéma qui est en train de, je pense, qui prend une mauvaise pente. À côté de ça, à nous de trouver des choses originales pour effectivement trouver ce petit plus qui va nous différencier ou de la plateforme ou du multiplex. Ou voilà, c'est vraiment un travail. Et je vous dis, quand on essaie de trouver des choses, voilà, il y a du brainstorming dans les salles de cinéma, je peux vous le dire. Oui, non, moi effectivement, pour revenir un peu à la question aussi, c'est vrai que là, il y a un gros défi quand même, hein, qui est lancé aux salles, parce que moins 30% de la fréquentation, même si on est un peu moins concerné que les autres, on est concerné parce que, on vient de le dire, c'est un système en vase clos, et que s'il n'y a plus d'entrée dans les multiplex, il n'y a plus d'argent pour la réessai. Donc c'est quand même un peu inquiétant. En même temps, voilà, ce qui est très positif, c'est que je pense que les salles à réessai se retrouvent... ont des choses communes avec la nouvelle génération, effectivement, sur ces questions plus politiques et aussi même de curiosité culturelle. C'est là où moi je reviens, je pense qu'on souffre d'une image qui est plus ou moins justifiée, peut-être un peu moins que plus, mais effectivement, je pense qu'il y a des ponts qu'il faut recréer de manière un peu plus directe. C'est vrai que la salle et de moins en moins une salle de proximité, hein, parce que les salles, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que des mono-écrans, même à Rouen, enfin vous avez mieux connu que moi, mais il y avait tout un panel de toutes petites salles. Aujourd'hui, tout est concentré ici, donc il faut recréer, il faut ramener les gens, ils sont plus loin, donc il faut faire un travail, doubler le travail en fait, hein, pour aller chercher les publics. Et en même temps, bon, il y a plein de choses positives et enthousiasmantes, je pense que c'est pas perdu et qu'on s'y retrouve, mais effectivement, il y a un gros sujet quand même sur la fréquentation, mais qui est pas vraiment à notre place, alors c'est un peu difficile d'y répondre pour les multiplex. Et puis qui ne concerne pas que le cinéma non plus, hein, la baisse de la fréquentation, elle concerne le théâtre, les musées. C'est une ambiance générale qui fait que les gens se sont repliés dans leur canapé mais parce que ils ont été obligés pendant pas mal de temps et finalement ils trouvent qu'ils ne les trouvent pas si inconfortables. Ils ont acheté des super canapés. Ils ont acheté des super canapés, des super vidéoprojecteurs.
Et, mais ça concerne le cinéma comme ça concerne d'autres activités culturelles. C'est-à-dire que celle-ci, effectivement, elle a un modèle qui doit fonctionner si on veut que la créativité fonctionne. Donc, mais alors il y a aussi l'aspect festival est aussi important, et puis brassage des publics. Enfin, là, je reviens encore à mon pays d'avant. Il fonctionnait beaucoup par festival, parce que c'est un pays intéressant, parce que c'est un pays où on ne va pas spontanément vers la culture. Spontanément, on va au sport. Ça, voilà. Mais c'est une culture, hein, c'est comme ça. Et la vie culturelle, il faut vraiment l'animer pour que les gens y aillent. Et donc au cinéma, il y a ce système qui fonctionne dans chaque ville. Chaque ville a son grand festival du film international, Melbourne, Sydney. Et puis après, il y a les festivals aussi par nationalité. Alors c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que ça cloisonne. C'est-à-dire qu'il y a le film français d'un côté, le film espagnol, le film italien, le film nordique, etc. etc. Donc nous, on était les Français. Mais d'ailleurs, j'avais un malin plaisir à présenter des films pas français au French Film Festival pour justement un peu casser ce truc. Et donc cet aspect festival permettait quand même de vraiment créer des animations. Le Ciné Film Festival, par exemple, là, c'est des salles énormes, des 2000 places, mais il y avait toute une animation, puis surtout, ils avaient un gros réseau de fans. Mais c'était marrant de voir aussi que les publics étaient complètement... c'est-à-dire que moi, on avait présenté High Life de Claire Denis, dont on parlait un peu avant. Voilà. Et qui avait, pendant le French Film Festival, pas du tout marché. Et puis, et on me l'avait beaucoup reproché, j'avais fait une section genre pour les 30 ans du festival, et on m'a menacé de me censurer pour les éditions suivantes parce que c'était inadmissible de présenter ce genre de film à ce public si fragile et qui ne pouvait pas comprendre qu'on avait pris plein les yeux, c'était horrible, enfin ceux qui étaient venus. Et donc au moment où j'étais en train de me prendre ça dans la figure, mais vraiment pile en même temps, le Ciné Film Festival présentait High Life dans un cinéma, mais genre de 3000 salles, et ils faisaient salle comble, et ils rajoutaient des dates. Donc c'était aussi une question de public. Eux, ils avaient des canaux de public qu'ils pouvaient activer sur certains films qu'on n'avait pas. Et c'est vrai qu'on essayait de créer des ponts entre nous, mais c'était pas... Donc c'est aussi une question de canaux. Et puis j'imagine que le travail que vous faites vous aussi en réseau au niveau du territoire, ça permet d'animer ça. Ouais, moi je voulais juste effectivement appuyer ce que tu viens de dire. C'est effectivement, alors moi j'ai moins suivi là, les chiffres du théâtre ces derniers mois, mais effectivement on était exactement sur les mêmes courbes en fait de fréquentation. Donc ça veut dire que effectivement c'est un souci aussi de déplacement des gens. C'est pas lié aux programmations. Mais c'est intéressant de voir qu'on avait exactement les mêmes bases sur les mêmes mois avec le théâtre, quoi. Donc tout de suite on dit c'est le cinéma français qui est trop ci ou trop ça, mais en fait c'est surtout le public qui est plus ça. Et là effectivement c'est là où il faut laisser le temps aussi. Il faut laisser le temps, moi je pense. C'est on accuse tout de suite le cinéma français, mais c'est tout simplement qu'il y a eu une crise. Il y a des super films en ce moment. Je crois que... Et oui, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur les événements et festivals en France, là, de cinéma, ils ont pas, pour le coup, ils s'en tirent mieux que tout le monde. Ils ont pas eu ils subissent pas de baisse de fréquentation. Enfin, des fois, à notre malheur, Cannes, c'était vachement mieux quand il y avait personne. Mais non, mais par exemple, le festival du film de La Rochelle, pour lequel moi j'ai bossé, donc je connais bien. C'est vrai qu'ils ont pas de baisse de fréquentation. Et effectivement, je crois que le public se concentre de plus en plus sur des événements et festivals, ce qui est alors bien et pas bien, parce que je trouve que la salle au quotidien, c'est encore une autre démarche qui est... voilà, c'est deux pratiques un peu différentes, mais qu'il va falloir peut-être essayer de rassembler nos forces. Merci beaucoup. Étonnamment ou pas, d'ailleurs, vous avez répondu à l'ensemble de nos questions dans l'ordre, donc on voit quand même que ça se suit dans la réflexion et que c'est un vrai travail de fond que vous menez tous et toutes. Merci beaucoup parce que ça donne beaucoup d'espoir, je pense, surtout à nous aussi en tant que futurs membres de cette communauté, etc. Et on voit qu'il y a un vrai travail aussi pour attirer le jeune public.
Donc vraiment merci pour votre investissement personnel et pour votre participation à cette table ronde. Je pense que ça donne plein de pistes de réflexion extrêmement passionnantes. Peut-être un dernier temps pour le public, pour les questions éventuelles qui n'auraient pas encore été abordées. Moi, je voudrais une précision. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai lu l'éditorial d'Omnia cette semaine, j'ai vu les chiffres. Vous avez dit 10 000, c'est 10 000 hebdo? Non, pour les Monsieur Hervé. Oui. Sur les 65 000 entrées. Vous avez dit pour les multiplex. Ah, les multiplex, oui, on parle toujours par semaine. Hebdo. Oui, hebdo. Donc vous êtes au-dessus des multiplex. Alors, on n'est pas au-dessus des multiplex. On a un écart. Il y a des semaines, là, on a fait. Notre plus grosse semaine, là, a été quand il y a eu le festival This is England. On a fait plus de 7000 entrées sur la semaine. Le pâté faisait 9000 et quelques. Vous voyez, avec 2000 entrées de différence. On a 8 salles, une capacité réduite. Ils ont 16 salles. C'est pour vous dire, à une époque, ils auraient dû être à 16 000 entrées. C'est l'écart entre les multiplex rouennais et nous devient de plus en plus réduit. Voilà. Mais en règle générale, oui, pour être rentable, un multiplex doit faire plus de 10 000 entrées. Toute son économie est basée là-dessus. Et on ne sortira pas Avatar 2. Et nous, on ne sortira pas Avatar. Alors ça c'est marrant l'histoire d'Avatar parce que ça fait partie des grandes questions qu'on a eues. Et on parlait de choix, de ligne éditoriale sur la salle arrêt-essai. C'est très facile de sortir Avatar. On pourrait le sortir en version originale sous-titrée. On aurait énormément de monde qui viendrait. On a une salle de centre-ville, on a une grande salle de 500 places. Même s'il y a des collègues qui le font, nous on a choisi de ne pas le faire. C'est justement pour marquer notre différence. Nous, ce qu'on veut, c'est être la contre-programmation d'Avatar. C'est-à-dire, Avatar, vous allez le trouver partout, au Kinépolis, au Gaumont Grand Quevilly, au Pâté, dans multiples versions, 3D, 2D, fauteuil qui bouge et tout, enfin, Odorama, Avatar, vous l'aurez dans toutes les versions. À quoi ça sert que nous, on aille rajouter une copie supplémentaire d'Avatar? Voilà. Alors peut-être en proximité, ça aurait peut-être arrangé des gens du quartier de venir voir Avatar chez nous, mais nous on préfère passer à autre chose. Tous ces films qui vont peut-être ne pas exister dans les autres multiplex parce qu'eux ils vont mettre Avatar dans 1, 2, 3 ou 4 salles. Et les autres films, voilà. Nous ce qu'on veut défendre c'est la diversité. Et cette diversité on peut ne la trouver que dans les salles à réessai. Et quand on disait c'est quoi la spécificité d'une salle à réessai, c'est justement de cultiver cette diversité, cette proposition de film qu'on ne va pas trouver forcément ailleurs. Alors le cinéma a connu plusieurs crises économiques depuis qu'il existe, dont celle des années 70, avec l'arrivée des films sur les télévisions. Alors comment à cette époque le cinéma a pu renouer le lien avec les spectateurs? De toute façon, le cinéma, on annonce sa mort depuis qu'il est né. Le cinéma devait être c'était un art forain, c'était un art populaire. Personne n'avait misé dessus quand c'était un art forain. C'était de la projection sur des marchés. Puis un jour, il s'est sédentarisé. C'est-à-dire qu'on a décidé de le projeter dans des salles qui n'étaient pas des salles de cinéma, qui étaient des salles de théâtre, des salles de spectacle où on faisait du cinéma. Et puis tout d'un coup, il y a eu un engouement du public pour le cinéma. On a fait des vraies salles de cinéma. Et puis à chaque fois, il y a eu effectivement, il a fallu lutter contre l'arrivée de la télévision, contre l'arrivée de la vidéo, contre l'arrivée de... Et à chaque fois, on a dit, ça y est, le cinéma est en train de mourir. Alors, effectivement, le cinéma, c'est un serpent de mer. Il y a des moments de crise qu'on a toujours réussi à surmonter. Alors on a surmonté de différentes façons. D'une part, pour vous dire, grâce aux aides, donc grâce au CNC, à tout ce système vertueux qui nous permet quand même d'exister parce que personne ne nous laisse tomber. On est dans un pays où la culture, même si pendant les années Covid on a dit que la culture était secondaire, mais en tout cas il y a aucune salle n'a fermé, donc il y a quand même des gens qui sont là pour nous soutenir, qui soutiennent la production, qui soutiennent les salles de cinéma. Et puis je pense qu'on a un public aussi qui est, même si une certaine partie du public s'est évaporée, il y a un public qui est quand même très friand de films en salle. Donc de toute façon, il y a un terreau qui existe en France culturel. Il y a culturellement un public qui est très très lié à la salle de cinéma, qui est très lié à... Voilà. Et je pense que
toute façon, dans les années 70, il y a eu des chutes, hein, la fréquentation avait largement baissé. Il y a des salles qui fermaient aussi. Hein. C'était une année où quelques salles ont fermé. Quand on regarde à Paris, Jean-Marc nous parle souvent de salles qu'il a connues à Paris qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que des salles ont mis la clé sous la porte. Il y a eu après des concentrations, des réseaux, oui, c'était pas dans les années 30. Non, moi j'aimais bien les années 30. Ouais. Enfin voilà, on arrive toujours à rebondir. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des... Je sais pas, j'adore la salle, hein, comme vous, certainement, mais on adore la salle de cinéma parce qu'il y avait on s'y sent bien. Mais j'aimais bien, moi, la diversité du parc, par exemple. Moi, je parle du parc parisien parce que au début des années 80, il y avait une diversité de salles pas possible, quoi. Enfin, vraiment sur les boulevards. Tu pouvais, enfin, il y avait des salles, celle qui s'appelait Hollywood Boulevard, par exemple, à Opéra, où tu pouvais aller voir dans la même journée 3 films pour vraiment 10 balles. Alors c'était souvent des reprises. Il pouvait y avoir un film de Michael Cimino dans le lot, je sais pas, La Nuit du Dragon, par exemple. Après, tu pouvais avoir une espèce de comédie un peu pourrie, un truc comme ça. Et après, le soir, il pouvait y avoir des fois un film érotique ou voir porno et tout ça. Et ça créait une espèce d'identité assez incroyable sur ce que représentait l'économie du cinéma. Une espèce de liberté qui, personnellement, je ne suis pas du tout ni réac, ni passéiste, ni nostalgique, mais il y avait quelque chose qu'on a envie de retrouver comme ça, de cette énergie qui malheureusement n'existait plus, où tu avais en effet des façades de cinéma absolument extraordinaires, avec public décor, des choses comme ça, ou même sur le cinéma art et essai, hein. On a vu fermer les salles du quartier latin, une par une, c'est-à-dire que le parc art et essai du quartier latin, il est quand même moindre. Et il y a quand même ce qui tient le plus, c'est ce que disait Mathilde, c'est comme au Havre, c'est le cinéma de répertoire, que ce soit le Reflet Médicis, le Champeau, enfin toutes ces salles qui font les grandes actions, l'Action École, l'Action Christine, des choses comme ça. Mais Jean-Marc, j'ouvre une parenthèse, toutes ces salles qu'on fermait, c'est pas forcément lié à la crise de fréquentation. Ces salles de cinéma qui ont beaucoup fermé sont des problèmes souvent très matériels de loyer. Oui. Ce sont des salles, parce que beaucoup d'exploitants ne sont pas propriétaires de leurs murs, ils sont locataires et ils sont souvent hébergés auprès de bailleurs privés qui augmentent régulièrement au bout de chaque bail un loyer exorbitant. Et il y a beaucoup d'exploitants qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient plus répondre à un loyer qui était en train de flamber. Et toutes ces fermetures de salles qui ont existé depuis des années, c'est souvent, malheureusement, à cause de la dernière salle qui faisait du Cinéma X à Paris, qui a fermé il y a 2 ans, juste avant la Covid, parce que justement c'était un problème de loyer. Et il ne pouvait plus assurer, bon, il n'y avait plus personne dans la salle, hein, ceci dit, mais puisqu'il n'y a plus de production. Il projetait encore en pellicule, je crois. Oui, mais les films porno. Ouais, mais on le connaît bien, cet exploitant-là, parce que je parle de lui parce que c'est un symbole. Hein. Maurice, le directeur de la salle, c'est un symbole aussi d'une identité de cinéma, d'une forme d'exploitation. Mais voilà, après, on peut rentrer dans le débat, il n'y a pas de souci. Mais du coup, lui, il est parti à cause du fait que le loyer, comme disait Hervé, était hyper cher et qu'il ne pouvait plus continuer son activité. Ou à une époque, bon, bah, il remplissait du matin au soir sa salle et c'était formidable, voilà. Ouais, moi j'allais dire un peu la même chose qui va en même temps dans votre sens et peut-être plus ou moins. Effectivement, les crises, elles étaient plutôt d'ailleurs en fait, il y en a eu 2 successives, c'était années 60, années 80. Et entre les deux, il y a quand même une réponse très très massive des pouvoirs publics et de la politique de Jack Lang, etc. Et des politiques culturelles locales qui ont effectivement acheté leur salle de cinéma. Aujourd'hui, Rouen, l'Omnia appartient à la ville de Rouen. Mais ça, c'est une démarche qui a existé dès les années 30. Hein. Il y a des mairies communistes qui avaient déjà acheté quelques salles. Mais c'est vraiment une démarche très très massive dans les années 70 et qui ont permis, en tout cas, d'avoir un peu un pont et après aux salles, voilà, de faire leur travail. Mais ça a été quand même très long pour retrouver le public. Enfin, on était toujours sur une phase montante en 2019. Voilà, là, après, on s'est pris un petit coup, mais
derrière la nuque. Mais effectivement, je crois qu'il y a quand même eu une vraie réponse, hein, en tout cas à ce moment-là, à cette crise-là. Oui. Alors moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous gérez les contrats avec les distributeurs et les artistes, notamment dans les festivals. En fait, c'est très simple. On achète des séances. Donc il y a des tarifs. Enfin, il y a des tarifs. C'est un peu marchand de tapis, hein, quand même. C'est très négociable. Mais en gros, on va voir le distributeur et il a un catalogue de films. En général, ils aiment bien faire des petits packages, c'est-à-dire tu me prends mon film là que personne ne veut et je te négocie un prix sur celui que tout le monde veut. Donc c'est de la négo et en fait bon il y a des c'est des tarifs. Enfin en tout cas pour projeter des films à l'étranger, hein, c'était comme ça. Ils ont des tarifs et on essaye de négocier. Ça dépend aussi évidemment de la réputation un peu du festival, du nombre de public. C'est quand ils savent que en Australie, le Fringe Film Festival était vraiment une rampe de lancement pour des sorties de films. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait certains films qui étaient... Oui, alors il faut que je rentre un peu dans des détails peut-être. Il y a des films pour lesquels j'achetais des séances directement aux distributeurs français, les films donc n'étaient pas distribués en Australie, qui n'avaient pas été achetés par un distributeur australien. Donc là, je pouvais aller chercher des films qui n'avaient pas eu leur chance en fait au niveau de la distribution locale. Et puis il y a les distributeurs locaux. Alors là, c'est un autre schéma. Là, les distributeurs locaux, on peut projeter leurs films autant de fois qu'on veut pendant le festival, et puis ils touchent un pourcentage. Donc il y a deux modèles différents. Achat de séance, et si le film est distribué localement, là on peut le projeter. Alors après il y a une petite discussion sur le nombre de projections, parce qu'en général on le projette au festival, et puis il sort plus tard le film, ou pas d'ailleurs, mais en général il sort quand même. Donc il ne faut pas non plus qu'on l'épuise trop pendant un festival. Mais donc voilà comment ça marchait. Et aussi, parfois, moi je discutais beaucoup avec les distributeurs locaux pour les encourager à acheter certains films. Où ils me questionnaient, ils essayaient de jauger, voir si un film allait m'intéresser, et si j'y croyais, si j'allais bien le projeter avant de l'acheter. Et puis eux, pareil, ils avaient en face un distributeur français qui leur faisait des petits packages. Sur des... mais moi ça m'intéressait. En général, les films qu'on leur proposait en package avec un gros film, c'était ceux que j'aimais bien justement parce que c'est ceux qui auraient eu un peu moins de chance sur le marché. Merci beaucoup. Pour conclure, je tenais à dire que personnellement, merci parce que vous m'avez quand même, je vais pas dire donné espoir, mais conforté dans ce que je peux penser du cinéma et du fait que ça va pas fermer demain et qu'on en a encore pour des années et des années. Mais malheureusement, je trouve que quand on écoute certains médias et certaines personnes, ils voient la chute du cinéma et, voilà, et la fin de tout ça, alors que pas du tout. Et merci beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est vous qui allez faire le travail en plus. Donc vous jouez de toute façon, vous en avez le désir tous de faire ce métier, enfin en tout cas dans le métier de la culture. Donc voilà, ça peut que continuer. Et puis inventer vos propres modèles aussi. Voilà, n'allez pas sur les modèles des autres non plus. Peut-être soyez aussi créatifs de vos propres modèles. Moi je trouve que c'est là où c'est intéressant parce que bon, voilà, je sais pas. Et du coup, merci beaucoup aussi d'avoir accepté de venir. Ouais, merci.